Donc, bonjour à tous, donc deuxième capsule d'introduction pour le cours ACT 6100. Je vais directement basculer sur mes slides. Ok, donc j'ai fait une série de slides autour donc, des mots-clés, donc des notions de buzzwords qu'on va retrouver euh, en, en sciences de données, en apprentissage, en intelligence artificielle. Je ne vais pas m'amuser à définir ces espèces de buzzwords, mais je vais vous parler des différents mots-clés qu'on retrouvera en permanence pour que vous voyez un petit peu mieux ce dont je parle. Donc, encore une fois, tous les documents sont en ligne sur le repo GitHub du cours. OK. Donc, si vous revenez sur la capsule numéro 1, donc dès le début, j'avais séparé le supervisé et le non supervisé, essentiellement parce que c'est vraiment deux approches, deux philosophies qui sont très différentes. C'est explicitement dit dans le descriptif du cours, donc il faut qu'on voit les deux. Donc je vais parler je présenterai d'abord le non supervisé quand on fera les applications, enfin quand on fera le cours. Okay. Je garde le supervisé à la fin parce qu'il y aura beaucoup plus de matière à couvrir. Okay. Encore une fois, la philosophie est très différente. Je vais juste commencer par définir le supervisé, essentiellement parce que le supervisé, vous savez ce que c'est. Le supervisé, je crois que quasiment toutes les définitions, je me suis contenté de prendre la première ligne de Wikipédia. Donc, c'est vraiment des définitions très simples. Donc, l'apprentissage supervisé, c'est de dire on va avoir un algorithme qui va construire une fonction, qui va apprendre une fonction, qui va faire un mapping entre un input et un output, okay, en sachant qu'on observe des données de type input-output. Okay, donc, c'est une définition un peu formelle, mais c'est exactement ce qu'on avait dans STD 5100. J'avais des paires d'observations. Donc, les paires d'observations, c'était quoi? C'était le fait que j'avais des couples XY. Okay. Donc, j'avais mes X qui étaient ce qu'on appelait les inputs. Okay. Donc, c'est les données qu'on va me donner en entrée. Et je vais avoir mes Y en output. Okay. Donc, on est vraiment dans cette idée de construire un mapping entre les X et mes Y, dans le sens où je vais avoir cette fonction qui va me permettre de passer de l'espace des données en input à l'espace des données en output. Okay. Donc, l'exemple le plus simple, c'est vraiment ce modèle linéaire. Le modèle linéaire où je vous dis, je prends mon input qui est un X, je vais faire X transposé bêta, ça va être mon mapping qui va me faire arriver dans l'espace où se trouve mon Y, et ça va marcher. D'accord. Donc, c'est ce que j'ai représenté par ce petit schéma. Donc, ce qu'on va appeler un modèle, donc notre modèle d'apprentissage, va être ce qui va me permettre de passer de ces inputs vers les outputs. Okay. Donc, je rentre mes inputs dans mon modèle. Okay. Donc, je lui donne mes informations. Donc, pensez à un modèle de type prix des logements à Boston. Okay. Donc, je lui rentre les caractéristiques de mes logements. Ça va être mes inputs. Et en output, il me sort un prix. Okay. Donc, ce modèle, ça va être cette boîte. Ça va être une fonction. Okay, qui va me permettre de récupérer en sortie mon prix. Donc, les modèles qu'on avait conçus jusqu'à présent étaient des modèles très simples. C'était des modèles dans lesquels on savait ce qu'il y avait à l'intérieur. Okay, quand je construirais des réseaux de neurones, si j'ai une petite idée de l'architecture générale, c'est moi qui l'ai choisi, mais savoir ce qui se passe à l'intérieur, j'en ai pas la moindre idée. Quand on fera des random forest, je sais aussi ce qui se passe, mais ça va être une somme de plein de fonctions qui va être compliquée. Okay. Donc les modèles linéaires, c'est une version très très simple de ce problème de superviser. Il consiste à dire que j'ai fondamentalement une variable Y qui m'intéresse. Okay. Donc mon modèle me renvoie non pas à un Y, mais à ce qu'on appelait un Y chapeau. Donc d'un point de vue statistique, c'était un prédicteur. Okay. Donc j'avais ce Y chapeau qui était la prévision que je renvoyais dans mon modèle. Okay. Donc la prévision, je peux la comparer avec l'observation réelle. Okay. Ce qu'on avait vu, c'était quand on faisait des moindres carrés, assez naturellement, ce qui nous intéressait, c'était le carré de la différence entre les Y et les Y chapeaux. Okay. Donc on avait introduit cette fonction de perte. Donc la fonction de perte sera aussi un critère qui sera important. Okay. Donc la fonction de perte, c'est quelle mesure je mets entre ce que j'observe et ce que je prédis. Quand on faisait des moindres carrés, on faisait de la somme des carrés des erreurs. Okay. Mais je pourrais très bien prendre la somme des valeurs absolues des erreurs. Pourquoi? Parce que c'est aussi une distance. C'est aussi une distance qui va exister entre mes Y et mes Y chapeaux. D'accord. Donc on revoit encore, c'est pour ça que, encore une fois, en algèbre linéaire, je parlerai pas mal de distances, mais les distances, elles sont vraiment partout et elles vont être importantes. Et elles vont se traduire ici par une notion de ce qu'on appelle une fonction de perte, qui est techniquement une distance entre ce que j'observe et ce que je prédis. Okay. Donc le modèle linéaire standard est une classe de modèles
d'apprentissage supervisé. Donc, apprentissage, c'est un peu équivalent à faire de l'inférence. Okay, ça va être estimer des paramètres. Parce qu'en gros, tout ce qu'on va construire, c'est toujours des choses paramétriques. Okay, donc, learning, en termes plus statistiques, c'est estimer. D'accord. Autre exemple, on a vu la régression logistique. Donc la régression logistique, c'est un problème de classification. Alors, la classification, elle est très importante en machine learning parce que ça a été un gros sujet d'investigation. Les réseaux de neurones sont essentiellement nés sur ces problèmes-là. Okay, c'est là-dessus qu'ils se sont avérés très efficaces. Je renvoie à la classification d'images, okay, où je mets des labels. C'est des classifications. Okay. La régression logistique, c'était quoi? C'est le fait que mon Y, c'est plus une variable continue. Cette fois-ci, c'est une variable qui prend deux valeurs, 0 ou 1. Donc, je veux savoir si jamais ma personne, elle va mourir ou décéder, va mourir ou survivre. Je veux savoir si jamais j'ai un chat ou un chien. Je veux savoir si jamais le chiffre, si jamais je vous écris un chiffre rapidement, je veux savoir si le chiffre que je fais, c'est un 5 ou si jamais c'est autre chose. Ou si jamais c'est un 2 ou si jamais c'est un 6. Okay, donc, je veux créer un classifieur. Donc, ça sera un type de modèle particulier dans lequel je lui rentre en input une information. Donc, quand on travaillait sur les données du Titanic, par exemple, on voulait savoir si les gens survivaient. Mon input, c'était donne-moi les caractéristiques du passager. Donne-moi son âge, le nombre de frères et sœurs, la classe dans laquelle il voyageait, son âge, etc. Et je peux te prédire sa probabilité de survie. Quand on fait une classification d'image, l'input, ça va être l'image. Renvoie-moi l'image. Donc, une image, techniquement, c'est une matrice. C'est un découpage en pixels. Donc, ça va être une matrice ou un tenseur. Donc, je vais rentrer cette information en input. Mon modèle va me mapper cette fonction. Donc, un mapping, c'est une fonctionnelle. Donc, je vais partir de l'espace de mes X pour arriver dans l'espace. Alors, c'est là où c'est un petit peu plus tordu. C'est est-ce que je veux arriver sur l'espace de mon Y? Mon Y, c'était dans 0,1. Quand on faisait des modèles linéaires dans les GLM, on voulait un petit peu mieux. On ne voulait pas avoir une prévision. Je ne veux pas savoir si la personne va mourir ou décéder. Je veux savoir la probabilité de décéder. Okay, et ça, c'est important en assurance parce que la probabilité, ça va être l'espérance. Et ça m'intéresse beaucoup parce que c'est ce qui permet de calculer une prime. Okay, donc, on verra qu'on a une petite subtilité, c'est que nous, on a peut-être besoin d'un peu plus que ce qu'il fait dans un classifieur où effectivement, on voulait rentrer une image de chat et de chien. Je ne veux pas forcément qu'il me renvoie la proba d'avoir un chat. Je veux qu'il me dise est-ce que c'est un chat ou est-ce que c'est un chien. D'accord, pareil, quand vous faites des classifieurs pour lire sur les enveloppes, okay, vous voulez lire des chiffres manuscrits, je ne veux pas qu'ils me disent que la probabilité où il y ait un zip code, je ne veux pas savoir la probabilité pour que ce soit élevé, je veux vraiment qu'ils me disent quelque chose et qu'on l'envoie là-bas. D'accord, donc, il y a une petite différence entre l'espace dans lequel vit Y et ce qu'on va construire. Donc, le modèle, quand on a un classifieur, ça devrait me renvoyer quelque chose qui est à valeur dans 0,1, mais des fois, je veux peut-être un petit peu plus. Okay, donc, peut-être que je peux construire un modèle qui me renvoie non pas une classe, mais qui me renvoie la probabilité dans une classe, ce qui est un petit peu différent. Okay, donc, on avait un petit peu mieux, j'ai envie de dire, quand on faisait une régression logistique, on avait de l'information sur le classifieur. Okay, on verra qu'il y a certaines techniques, par exemple les SVM, qui se contentent de vous mettre des classes et qui ne vous renvoient pas du tout de probabilité. Okay, il y a des méthodes d'apprentissage qui ne sont pas probabilistes. Okay, on peut les rendre probabilistes. Je peux vous interpréter un SVM dans un cadre probabiliste et donc pour lequel une probabilité d'être un 1 a du sens. Mais à la base, un SVM, ça vous dit deux classes. Dans cette région-là, vous avez les 0, dans l'autre classe, vous avez les 1. Ça vous définit un classifieur, mais vous n'avez pas la probabilité d'être 0 ou 1. Soit au bord de la frontière, soit vous êtes à gauche, soit vous êtes à droite. Okay, mais voilà. Donc, on n'a pas de quantification d'incertitude. Donc, ce que nous, on va essayer d'avoir quand même, puisque d'ailleurs, on essaie de faire des probas. Donc, la fonction de perte ici, quand vous avez un classifieur, ça va être assez souvent est-ce que je me suis trompé? Okay, donc, on l'avait vu en particulier quand on faisait les courbes ROC. Okay, les courbes ROC, c'est fondamentalement des mesures de faux positifs, de faux négatifs. Donc, c'est exactement ce qu'on avait déjà évoqué un petit peu quand on avait fait des méthodes GLM de classifieurs. J'ai parlé un petit peu de non supervisé. Alors, forcément, j'ai oublié de mettre le non supervisé ici. Le non supervisé, ça vous crée un algorithme qui permet de détecter des patterns, des tendances qui auraient été non observées jusqu'à présent. Okay, donc, c'est vraiment cette idée de je vais laisser l'algorithme aller chercher des informations, de trouver des choses que je ne peux pas voir. Okay, la notion de visuel, elle va être importante. On va s'amuser à faire beaucoup de dessins. Donc, de mémoire, dans mes slides, ce que j'aurai de non supervisé, des moments où je ne fais pas des maths, essentiellement des sorties et je vous mets que des graphiques. Le but, c'est de dire est-ce que je peux voir mes données. Okay,
Mais mes données, elles sont un peu particulières, c'est-à-dire que j'ai que des X. Donc mes données, c'est juste des X, ok, je veux faire quelque chose. Donc les deux techniques qu'on abordera, c'est les problèmes de réduction de dimension. Donc réduction de dimension, c'est de me dire, est-ce que je peux transformer mes données en dimension P en une dimension plus petite, ok. Donc mon modèle, entre guillemets, ça va être mon algorithme qui va dire, bah, tu me donnes un vecteur avec 1000 variables explicatives, je te crée un petit vecteur avec 10 variables explicatives. Okay. Alors, on voit qu'il y a une notion d'optimalité quand même qui est cachée, c'est qu'on ne fait pas n'importe quoi. On veut éventuellement éviter de perdre de l'information. Donc on parlera d'information, c'est un problème un peu théorique, okay. Mais on voit qu'on veut éviter de perdre trop d'informations. Donc c'est pour ça que les projections sont importantes. Ce qu'on veut, c'est récupérer une projection qui vous permet quand même de reconnaître l'objet en question. D'accord. Donc l'analyse en composant principal, c'est vraiment ça, c'est de trouver la meilleure projection qui vous permet de récupérer des variables, par exemple en dimension 2, on aimerait bien la dimension 2 parce qu'on peut la visualiser. Okay. Donc j'ai un nuage en dimension 100, je veux visualiser tous mes points en dimension 2. Comment est-ce que je les projette correctement de manière la plus optimale possible? La plus optimale possible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 points qui sont très éloignés dans l'espace de départ, je veux qu'ils soient encore très éloignés dans ma projection. C'est essentiellement ça que ça veut dire. D'accord. Donc c'est ça dont on parlera dans un premier temps. Donc ça, c'est les méthodes non supervisées. Okay. Les méthodes de réduction de dimension. On a un autre problème qui se rapproche de la classification, ce qui sont les méthodes de clustering. C'est-à-dire que je veux créer des classes. J'ai des observations et je veux créer des classes en disant, dans mon image, je peux avoir des classes. Donc ça, c'est typiquement les problèmes des chats et des chiens, okay, dans lesquels j'ai des classes préexistantes. Donc je vais pouvoir l'entraîner sur une base d'apprentissage dans laquelle j'aurai des chats et des chiens. Là, ce qu'on espère, c'est juste qu'en disant, je t'envoie plein de photos de chats et de chiens et tu es capable de me les séparer en deux. Je ne te dis pas lequel est un chien, lequel est un chien, mais j'espère que tu pourras séparer les deux de manière à observer des groupes qui sont vraiment différents. Et on espère que les chats sont vraiment différents des chiens. Ça se trouve, ce n'est pas les deux classes qui vont être créées. Donc ça sera un gros problème sur le clustering, c'est qu'on n'arrivera pas à trouver de manière de cluster qui soit. On essaiera d'avoir les choses les plus robustes possibles. Okay, donc on va avoir une notion de consistance qui est de dire si je change d'algo, les groupes séparés sont à peu près toujours les mêmes. D'accord. Mais c'est ce problème-là. D'accord. Donc on veut obtenir des propriétés sur les données sans avoir de label. D'accord. Donc ça peut être, vous prenez tous les discours d'une personne et de dire je veux séparer en 5 thèmes. Okay, ben dans ces cas, on parcourt et puis on va classer dans des thèmes. Donc on peut pré-entraîner, on peut pré-labelliser, mais nous on fera plutôt ici du non supervisé complet, c'est-à-dire que j'ai absolument aucune information. Okay. Donc la différence fondamentale, c'est que dans un cas, j'avais un couple de x, y, et là, j'ai que les x. Okay. Il faut juste que je vois si je peux dire des choses. Voilà. C'est ça qu'on va essayer de faire en non supervisé. Donc on verra deux techniques, donc les notions de Kamins et les notions de méthode hiérarchique. Donc les méthodes hiérarchiques, on les verra, on en a déjà un petit peu parlé quand on présentait les méthodes de type step, donc les stepwise. C'est exactement ça. Quand on faisait une régression, qu'on faisait un stepwise, c'est progressivement, je rajoute des variables pour améliorer mon modèle. Là, ça va être la même chose. Je vais partir du fait que j'ai tout le monde, puis je vais séparer en 2 classes, puis séparer en 3, puis séparer en 4, puis séparer en 5. Okay, donc je vais y aller progressivement. Donc soit je fais de l'apprentissage hiérarchique séquentiel en disant je pars de tout le monde et je sépare en 2, puis en 3, puis en 4. Soit au contraire, on suppose que tout le monde est indépendant, puis je regroupe au fur et à mesure les individus qui sont proches. Okay, donc ça va être en gros les deux méthodes standards de clustering. Pour aller un tout petit peu plus loin, il existe d'autres types d'apprentissage, en particulier des apprentissages séquentiels. Alors j'en parle parce que c'est devenu extrêmement à la mode, c'est ce qui s'appelle le reinforcement learning, l'apprentissage par renforcement. Donc, dans l'apprentissage par renforcement, l'algorithme va prendre des décisions qui vont avoir un impact et il va apprendre des décisions qu'il prend. Donc c'est généralement plutôt schématisé par ce processus-là. Vous avez un agent, un individu qui va prendre une action. Donc éventuellement, vous pouvez imaginer la finance dans ce cadre-là. Okay, la personne, c'est un investisseur. Okay, il va faire quelque chose. C'est-à-dire il va constituer un portefeuille, par exemple. Le portefeuille, il va lui rapporter un certain montant à la fin du mois. Donc ça va lui rapporter un reward, une récompense. Et on va basculer dans un état du monde. C'est que le fait de prendre des actions, le fait d'avoir investi, ça va si je suis un gros investisseur, ça va peut-être influencer les états futurs. Okay, ou alors je suis juste price taker et dans ces cas-là, les états du monde évoluent de manière markovienne, de manière standard. Mais en gros, je vais faire des actions, je vais apprendre de mes récompenses et je vais influencer comme ça mes actions futures. Okay, donc ce genre de choses, c'est cette idée d'apprendre de manière séquentielle en
en comprenant que le fait de prendre une décision va avoir un impact sur ce que je vais gagner. Alors ça paraît un petit peu abstrait, mais on peut aussi penser, par exemple, au risque de crédit. Vous êtes une compagnie qui fait du risque de crédit, donc du risque de crédit, ça fait, qui fait des prêts hypothécaires. Okay, donc vous décidez d'octroyer des crédits à certains et pas à d'autres. Okay, donc généralement, vous allez lancer une politique d'acceptation de certains crédits. Donc vous allez dire, bah, je vais créer un score. Si jamais le score dépasse un certain seuil, on a le droit d'octroyer un crédit. Si jamais il est trop faible, je ne l'octroie pas. Vous allez mettre en place votre stratégie pendant un an, puis au bout d'un an, on va faire le bilan et se dire, est-ce que le score il marche ou est-ce qu'il faut l'améliorer? Ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'en ayant mis en place votre stratégie, votre base de données va être influencée par la stratégie que vous avez mis en place. À partir du moment où vous refusez certains clients qui étaient un petit peu en dessous de la valeur limite, vous ne les observez pas. Donc vous avez créé une base qui a été sélectionnée préalablement par l'algorithme que vous aviez mis en place. Donc en fait, la base que vous constituez, elle dépend du score que vous aviez créé. Et le score que vous allez construire va dépendre de cette nouvelle base de données. Donc on voit qu'on a ce mécanisme itératif qui intervient pour de vrai, en fait, dans le risque de crédit. Donc c'est vraiment cette idée de j'apprends par les décisions que je prends. Okay, et ça, c'est un type d'apprentissage un peu particulier. Alors c'est un peu en dehors du cours, on n'en parlera pas. Pour ceux qui sont intéressés, il y a des cours qui sont proposés à la maîtrise sur le sujet. Mais c'est un autre type d'apprentissage dans lequel on se dit que les actions vont avoir une influence et que mes données ne sont pas neutres. Okay, contrairement à ce qu'on fait jusqu'à présent. Okay, donc on a vraiment cette option, cette vision un peu dynamique qui est je suis dans un état du monde, je vais prendre une action, mon action va m'emmener dans un autre état du monde, cet autre état du monde va m'amener à prendre une autre action, etc. Et ça, c'est les types d'algorithmes qu'on va retrouver dans tous les jeux, AlphaGo, euh, les jeux d'échecs qui gagnent, enfin, c'est basé sur ces notions d'apprentissage par renforcement. Okay, donc c'est vraiment ça qui est de plus en plus utilisé. C'est pour ceux qui connaissent un tout petit peu la théorie de la décision, quand on a du multi-arm bandit, c'est vraiment ça. Okay, donc quand on a des cas de décision à prendre, si jamais j'en prends une, ça va avoir une influence à la période d'après, donc il faut que j'apprenne de ces décisions. Donc ça, c'est encore une fois, c'est beaucoup plus présent en finance parce qu'on a vraiment cette approche temporelle. La dimension temporelle en assurance, elle est un peu plus faible. D'accord, donc j'en parlerai peut-être un petit peu moins. Ok. Revenons sur le supervisé. Je pense à partir de maintenant, je ne parle que du supervisé. Donc, quand on fera du supervisé, on parlera de fonction de perte, de fonction de risque. Okay, donc, la fonction de perte, j'en avais déjà un petit peu parlé. La perte, on l'avait vu apparaître quand je vous disais, j'ai une observation YI, puis j'avais mon modèle. Et mon modèle, il m'a donné un YI chapeau. Et j'ai envie de mesurer la distance qu'il y a entre ces deux objets-là. Donc, je vais m'introduire à une fonction de perte. Donc, j'ai la différence entre mon Y et mon YI chapeau. C'est-à-dire fondamentalement ce que me donnait mon modèle M. Okay, donc mon M chapeau, c'est mon modèle. Je me demande si mon modèle il est bon. Okay, donc ce qu'on faisait quand on faisait des moindres carrés, on prenait la fonction de perte quadratique. Donc on disait que la distance entre Y et Y chapeau, c'était simplement la différence au carré. Okay, donc cet objet-là, c'est ce qu'on avait appelé le résidu. Okay, donc j'ai mon carré, mon erreur au carré. Et ce qu'on avait dit, c'était on va minimiser la somme des carrés des erreurs. Okay, donc ça, c'est techniquement ce qu'on va appeler le risque empirique. Okay, c'est c'est l'incertitude, c'est l'erreur qui est commise sur mon modèle M chapeau. Ce qu'on aimerait bien se dire, c'est qu'il est on peut se demander vers quoi il tend. Okay, est-ce que c'est une bonne approximation de cette valeur qui est en fait la valeur théorique? Okay, mes données sont tirées suivant une mesure P. Okay, donc mes vraies données, fondamentalement, c'est des Y et des X qui sont tirées suivant une mesure de proba P. Je peux me demander, est-ce que ces deux objets-là sont liés? Alors, vous devriez me dire, oui, c'est juste la loi des grands nombres. On sait que cette quantité-là, elle tend vers cette quantité-là. Et donc, quand n tend vers l'infini, on sait que la moyenne 1 sur n de la somme des zi, ça tend vers l'espérance de z. Okay, donc, a priori, ça aurait du sens de se dire que ça va tendre. Il y a juste un petit souci, c'est que ce théorème central limite, il marche à condition que mes données ici soient indépendantes. Et ça, ce n'est pas forcément le cas. Pourquoi? Essentiellement à cause de cet objet-là. C'est que le M chapeau, le problème, c'est que dedans, il contient les XI, les YI, mais aussi les YJ, les XJ. Donc en fait, on a un petit souci qui est qu'en fait, on ne sait pas trop comment se comporte cette quantité-là. Okay, et ça se trouve, elle ne tend pas vraiment vers cette valeur-là. Donc on a du mal à quantifier l'erreur de notre modèle, essentiellement parce que, et je reviens sur l'histoire de Goodhart, quand je vous disais la loi de Goodhart, c'est de dire qu'une mesure, quand elle devient un objectif, c'est plus une mesure, c'est un petit peu ça, c'est de dire, le problème, c'est que j'ai appris
en minimisant ce critère-là. Donc, ce M étoile, ce M chapeau, il est construit en minimisant cette somme des carrés et des erreurs. Donc, c'est normal que la somme des carrés et des erreurs soit faible, mais est-ce que ça peut me garantir que ça tend vers l'espérance de la différence du carré, qui sera en gros la variance? Okay. Donc, ce que nous répond le machine learning, c'est que ce n'est pas trivial, mais qu'on peut quand même approcher la grandeur qui se trouve à droite de manière un tout petit peu plus intelligente, et ça va être la notion de validation croisée. Okay. Donc, comment est-ce qu'on fait pour résoudre ça? Donc, l'idée de la validation croisée, elle est à droite. Donc, c'est la notion de leave one out, qui consiste à dire, bah, si jamais je veux avoir un modèle dans lequel j'ai de l'indépendance, effectivement, entre mes eddies, c'est-à-dire ce qui se trouve à l'intérieur ici, bah, ce qu'il faut, c'est que mon M chapeau ici ne dépende pas de mes observations. Okay. Donc, en fait, on s'amuse à construire. Donc, on va enlever une observation au fur et à mesure. Donc, en fait, on va s'amuser à construire N modèles dans lesquels on a enlevé à chaque fois une observation. Okay. Donc, j'enlève je vais commencer par construire le modèle MJ chapeau, tout simplement en disant je vais prendre les N observations moins la JM. Okay. Je le prends comment? En minimisant la somme des carrés des erreurs, mais sur la base dans laquelle j'avais enlevé l'observation J, et je mesure l'erreur qui est commise sur cette nouvelle observation. D'accord? Donc ça va être encore une fois, on reviendra sur toutes ces choses-là après, mais cette histoire de validation croisée va être importante parce qu'elle me permet de comparer un modèle sur des nouvelles données. Okay, donc ça va être la notion assez fondamentale de généralisation. Ce qu'on veut, c'est que le modèle ne soit pas bon sur la base d'apprentissage. Ce qu'on veut, c'est qu'elle soit bonne sur une autre base. C'est exactement ce qui est fait sur la partie de droite où je vous parle de hold out, dans laquelle on va constituer deux bases. Je vais constituer une première base qui serait une base d'apprentissage et une deuxième base qui serait une base de validation. Je crée une base sur laquelle j'apprends et ensuite je regarde comment se comporte mon risque sur cette base d'entraînement. Okay. Et ça permettra de pallier un problème qui était que ça permet d'éviter d'avoir des modèles trop complexes. On le verra, c'est un peu équivalent à ce qu'on essayait de construire quand on introduisait l'OAIC, quand je vous disais on veut un modèle à la fois simple mais pas trop compliqué. On l'avait introduit comme critère objectif de mesure de validation de modèle. Ici, ce qu'on va dire, c'est que quand on veut le tester, au lieu de le pénaliser par la suite, je vais construire un indicateur qui est construit sur d'autres données. Okay. Donc, c'est ce que font ces deux approches. Ces deux approches sont assez proches en termes de philosophie. Et c'est vraiment l'idée de dire que le but d'un modèle, c'est pas juste d'être bon sur les données sur lesquelles on l'a construit, c'est d'être bon quand on aura des nouvelles données. Voilà. Donc c'est ça le plus important et c'est ça, je pense, l'idée essentielle de l'apprentissage, c'est de dire qu'on veut généraliser, on veut un modèle qui soit généralisable. Les réponses qu'on avait vues dans le cours de STT 5100 de modèle linéaire, elles ne vont pas nous suffire. On va essayer d'aller un peu plus loin. Okay. Donc on verra aussi d'autres algorithmes. Donc là, c'était pour la philosophie, donc je parle un petit peu de philosophie de modèle et ce genre de choses. Je vous présenterai aussi des algorithmes. Donc un algorithme assez classique, par exemple, ça peut être les arbres. Donc quand on a un problème de classification, vous avez des variables 0, 1. Assez classiquement, on peut créer des arbres. Donc un arbre, ça va représenter cette forme-là. Donc je reprends la base de données de personnes qui arrivent aux urgences. Donc c'est 72 observations, je crois, 71 observations. On a des personnes qui sont arrivées aux urgences, on a pris cette mesure, on a la pression ventriculaire, on a toutes sortes d'informations et on se demande si la personne va survivre ou décéder. L'idée de la classification par arbre, c'est de se dire on va créer des classes. Donc on va partir de nos 71 observations, de dire je vais essayer de trouver la meilleure variable qui me permet de découper la population en deux. Donc en l'occurrence, ici, c'est la variable IN6. Et si jamais elle est plus petite que 2, je vais créer mon premier groupe. Okay. Et si jamais je ne suis pas plus petit que 2, je vais créer mon deuxième groupe. Donc on va créer des feuilles et ensuite on va s'amuser à découper au fur et à mesure. Donc l'idée des arbres, c'est vraiment cette structure visuelle qu'on va créer qui consiste à découper la population en sous-groupes et donc à créer des feuilles. Okay. Donc ça va être la notion d'arbre de classification. On fera aussi des arbres de régression qui permettent de couper la population. Donc sur les arbres de classification de régression, je vais découper la population en deux sur laquelle je vais avoir une valeur moyenne dans la première feuille, une valeur moyenne dans la deuxième feuille, et ça me donnera la prévision. Okay. Donc l'idée, c'est de trouver un critère optimal de découpage, et on verra qu'on en a. Ensuite, on a l'agrégation. Donc l'idée de l'agrégation, elle va se faire dans deux sens. Je l'ai déjà dit, il y a l'agrégation en parallèle ou l'agrégation séquentielle. Parallèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais créer plein de bases, je vais créer plein de modèles, et après j'agrège. Okay. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai ma population de base, où j'avais créé mon modèle de régression, donc il m'avait constitué au final 3 feuilles. Okay. Donc ça me dit, si jamais je suis dans ce groupe ici, je dois prédire une probabilité de décédé de 1 chance sur 12. Okay. Ou, pardon, je suis certain de décéder si jamais je suis là. Ici, j'ai 50% de chance de décéder. Ici, j'ai 5% de chance de décéder. Okay. Si jamais j'avais eu d'autres données, j'aurais peut-être un découpage un peu différent. Donc déjà, je n'utilise plus la même variable, mais je vais créer là aussi 3 classes. Okay. Puis il y a des cas pour lesquels j'aurai 5 classes, puis des cas, peu importe. Mais comment je vais créer ces différentes bases? Tout simplement par Bootstrap.
Donc, je reviendrai un petit peu sur les méthodes de Bootstrap, les méthodes de simulation, essentiellement parce que ça va être la base pour créer des modèles. Donc, je vais m'amuser à créer plein de modèles et je vais ensuite faire la moyenne des modèles. Okay, donc ça, c'est une méthode qui est relativement intéressante, qui consiste à dire je peux m'amuser à créer plein de modèles et de prendre la moyenne de ce que me donnent ces modèles, et ça devrait être relativement bon. Donc ça, c'est l'apprentissage par agrégation en parallèle. Okay, je crée tous mes modèles en parallèle. L'autre méthode consiste à le faire en séquentiel. Donc c'est ce qu'on va appeler du boosting. Okay, donc l'idée du boosting, pardon, il manque un ou, c'est de dire que je vais commencer par un premier modèle. Donc par exemple, je vais prendre la valeur moyenne. Okay, donc si je veux prédire la taille d'un élève, je prends la taille moyenne des élèves. Et puis ensuite, je vais commencer à créer mon modèle en fonction de mes variables explicatives, donc par exemple en fonction du poids. Okay, donc je vais dire, je pars de mes résidus et je vais essayer d'apprendre dessus. Et puis une fois que j'ai appris dessus, j'itère. Je crée un premier modèle, j'apprends de mes données, j'ai des résidus, parce que forcément je vais me tromper, et ensuite j'essaie de voir si je ne peux pas refaire un modèle sur ces résidus, ce qui va me donner des nouveaux résidus. Je refais un modèle sur ces résidus, ce nouveau modèle va me donner des nouveaux résidus, puis j'apprends de manière itérative. Okay, donc on verra que quand on fait un apprentissage qu'on appelle lent, okay, donc un apprentissage du weak learner, donc on aura des en fait quand on a des mauvais modèles qui apprennent très lentement, et ça va être le cas des arbres en fait. Quand j'apprends très lentement, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on peut très rapidement construire des modèles qui marchent bien. Alors rapidement, on en discutera, mais au bout de plusieurs étapes, je peux capturer quelque chose. Donc l'idée des arbres, c'est en gros, vous allez découper en des fonctions en escalier. Si j'étais en dimension 1. Ce qu'on dit juste, c'est que n'importe quelle fonction peut se découper en plein de petits escaliers. D'accord. Ce qu'il faut juste le faire, suffisamment en fait. D'accord. Donc c'est ça qu'on va essayer de construire. La seule chose, c'est qu'au bout d'un moment, on a peut-être un modèle qui est trop compliqué. Donc la grande problème dans ce genre de modèle, c'est le moment où il faut s'arrêter. C'est qu'il ne faut pas apprendre indéfiniment. Il y a juste un moment où on a trop appris, il faut s'arrêter. D'accord. Donc on discutera un petit peu de ça aussi. Donc on a vraiment ces deux approches par agrégation, soit en parallèle, soit séquentielle. Okay. Je parlerai aussi d'un dernier point. Alors, on en avait un tout petit peu parlé dans le cours de STT 5100, mais c'était aussi dans le cours de Stat 1, c'est les problèmes de biais et de variance dans les modèles. Donc, ce qu'on dit jusqu'à présent, et c'était comme ça, je pense que se terminait le cours de STT 5100, c'est qu'on est très content parce qu'on a des estimateurs sans biais. Okay. Ce que nous dit Gus Markov, c'est l'estimateur par moindre carré, c'est le BLEU, le Best Linear Unbiased Estimator. Donc, c'est vraiment le meilleur estimateur sans biais. Mais ce que nous montrent les méthodes d'apprentissage, c'est que des fois, ce n'est pas gênant d'avoir du biais. C'est que, et c'est l'exemple de ces deux cibles, donc je pense que vous avez déjà vu ces graphiques, mais ça revient à poser la question de qu'est-ce qui vaut mieux. Est-ce qu'il vaut mieux bien viser, ne pas avoir de biais, mais avoir une très grande variance, ou au contraire avoir très peu de variance, mais un biais qui est important. Okay. Vous pouvez me dire, si le but est de jouer aux fléchettes, peut-être que c'est plus intéressant de bien viser quand même. Mais en fait, le truc, c'est que si jamais j'arrive à corriger du biais, tout d'un coup, cet estimateur, il devient intéressant, il suffit de décaler un tout petit peu et je suis bon. Donc en fait, ces méthodes-là peuvent être intéressantes parce que le critère, c'est peut-être pas juste la variance. Okay, donc on verra en particulier arriver les notions de MSE, de Mean Square Error. Donc on a le biais au carré plus la variance, qui peuvent être un critère peut-être plus intéressant. Donc peut-être qu'avoir du biais, c'est pas si gênant que ça. Et le biais, on va le voir apparaître quand on fait des méthodes où on pénalise. Donc au lieu de se contenter de minimiser une somme des carrés des erreurs, par exemple, on va se dire je vais complexifier, je vais tenir compte de la complexité du modèle. Donc la pénalité, ça consiste à dire, si mon modèle est trop compliqué, je donne un poids à cette chose-là. Donc pourquoi c'était pas très populaire? Essentiellement parce que mon estimateur, il est biaisé. Okay, je reviendrai quand je vous présenterai par exemple la méthode Ridge. Ridge, très clairement, une des critiques qui avait été faite au début, c'est mais c'est mignon, mais cet estimateur, il est biaisé. Oui, certes, il est biaisé, sauf que le MSE, en prévision, il est meilleur. Voilà. Donc en fait, les estimateurs biaisés, c'est pas forcément très gênant. C'est juste qu'en statistique, on n'aime pas ça, essentiellement parce qu'en statistique, on a la borne de Kramer-Rao qui nous dit quand vous avez un estimateur sans biais, vous pouvez contrôler sa variance. Là, ce que ça nous dit, c'est quand on n'est plus dans les estimateurs sans biais, on ne sait pas quoi dire, mais si la variance peut être très très faible. Et ça peut être intéressant. Avoir des estimateurs avec une variance très faible, ça peut nous intéresser énormément. Okay, donc voilà en gros les différents types d'objets dont on parlera par la suite. Okay, mais je pensais que c'était important de les voir dans cette première introduction générale au cours, et donc dans ce glossaire. La prochaine séance, les prochaines capsules seront sur un petit historique autour des modèles d'apprentissage et d'intelligence artificielle. Okay, à très bientôt.